Moi, j'aurais une question pour Victor. À propos de ce que tu dis sur les vétérans et le shell shock, tu as cité cet historien qui parle des victimes de l'obusite et tu dis que la plupart du temps, ils ont été féminisés et décrits comme étant des outsiders. Je me demandais si dans la série, tu es peut-être un peu passé sur cette question-là, tu as évoqué les pleurs un moment d'un des personnages. Est-ce qu'il y a des indices convergents de cette féminisation de ces hommes? Comment est-ce que ça se manifeste dans tes séries? Dans mes deux séries, sur cette question, en fait, plutôt que de la féminisation, ils ont fait le choix de la perte de la masculinité. Ce qui est donc un choix qui porte question, mais des repères de masculinité très très littéral, c'est-à-dire que Matthew, qui donc perd l'usage de ses jambes, perd également l'usage de ses organes reproducteurs. Dans Peaky Blinders, c'est la sexualité des personnages qui est également trouble au départ. Il faut attendre une dizaine d'épisodes, oui, pour que Thomas Shelby, on le voit en couple, avoir des relations sexuelles. Donc il y a cette perte de la masculinité hégémonique traditionnelle dans sa représentation classique, mais pas une féminisation comme on pourrait l'entendre. C'est ça. D'attitude, ce que voilà, on a pu évoquer à d'autres moments. Une remarque pour Florence, je suis ravi que tu aies parlé de cette histoire de tension entre is she a role model, is she a stereotype. Bon, je pense, sans vouloir provoquer, qu'on peut être les deux. Oui, c'était ma conclusion aussi, sur voilà, ça la m'étonne contre-interpellation que Mindy revendique, plutôt qu'une assignation et une appartenance qu'elle n'aurait pas choisie. J'étais sûr que tu allais vers là, donc c'est pour ça que je t'ai tendu la Tu vois d'où je viens aussi. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, j'ai repensé aux origines de la sitcom et à I Love Lucy, où Lucille Ball était quand même, on dit souvent, c'est la créatrice de la sitcom moderne, et c'était quand même une femme qui avait un contrôle total. Et je trouve que Mindy Machin, elle renvoie un petit peu à ça. Même si je suis d'accord avec toi qu'entre les deux, les hommes ont vraiment pris le pouvoir dans la sitcom, quoi. C'est quelle année, I Love Lucy? C'est les années 50? Ouais. Ouais. Et elle avait imposé son mari. Quoi? Lucy avait imposé à la production, dont finalement elle est devenue productrice de son show parce qu'elle a été lâchée par sa production. Et elle avait imposé dès le départ que ce soit son mari qui joue son mari. Il était latino, c'est pour ça qu'il ne voulait pas de lui. Et il avait un accent, il était cubain, d'origine cubaine, donc blanc, mais avec un accent. Et en fait, la série télé est une adaptation de la série radio. Oui. Voilà. Oui, et à la radio, ce n'est pas son mari qui joue son mari, c'est un homme blanc. Et donc c'est lui qui devait jouer dans la série télé. Ouais. Et elle a simplement, elle a mis comme condition pour voir son mari. Simplement, elle voulait travailler avec lui pour passer du temps avec lui. Ah oui, le voir, voilà. pas seulement le voir à l'écran. C'était pas pour mettre un latino à l'écran, c'était pas marrant. Militant. Elle disait, moi, si mon mari n'est pas mon mari dans la série, et en plus, ça permettait, et donc ils ont aussi accepté, parce que même s'il était latino, ce qui était un défaut, il était le mari à la ville, ce qui était un énorme avantage pour faire des plaisanteries sexuelles, pour les montrer dans le même lit. Ils sont dans le même lit parce qu'ils sont vraiment mariés. À l'époque. Oui, mais ils sont ensemble dans leur lit. Ça dépend des saisons. Ouais. Super intéressant. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, quand elle crée la maison de production, elle s'appelle voilà. Et lui, et Daisy, c'est lui. Oui, moi, j'ai une question pour Victor. Comment vous interprétez, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a tellement frappé que ça m'a fait presque abandonner la série, cette esthétisation de la violence de plus en plus sensible au fur et à mesure des saisons, à tel point que ça vient un peu brouiller le message. Par ailleurs, j'ai trouvé votre intervention tout à fait intéressante, cette comparaison très, très pertinente. Mais il y a quand même un problème sur cette esthétisation de la violence.
Justement, si vous avez remarqué dans ma communication, je m'intéresse beaucoup sur les 2 premières saisons de Peaky Blinders, parce que selon moi, le réalisateur tombe dans ses propres travers et en fait n'arrive plus à dépasser ce qu'il proposait dans les premières saisons, à tel point que même au niveau même scénaristiquement, par exemple dans la 5e saison, la question du traumatisme revient en force, alors que depuis 2 saisons, elle avait été plus ou moins oubliée, et il retombe vraiment dans des schémas qui reproduit en boucle, à tel point que maintenant, donc cette démarche que je montrais des hommes, il y a énormément de critiques qui disent que la saison 5, c'est pratiquement plus que ça, en fait. Et il n'arrive plus à dépasser quelque chose qui faisait la spécificité et rendait la série unique. Maintenant, c'est un poncif qu'il réutilise à outrance. C'est un problème un peu récurrent, hein, c'est les saisons de trop. C'est ça. Hein, c'est-à-dire que quand ça marche, ils ne savent pas s'arrêter, même quand ils n'ont plus rien à dire. C'est ça. À noter que pourtant, le réalisateur, dès la saison 1, disait qu'il voyait sa série finir avec la sirène prévenant d'un bombardement à Londres, donc en 40. Donc en fait, il avait déjà ce point de vue de là où il voulait aller, et pourtant, dans la réalisation, il n'arrive plus à avancer, et il reproduit, même au niveau de la musique, il y a énormément de choses sur la musique dans Peaky Blinders, et maintenant, on dit que c'est simplement un album de rock, parce qu'il n'y a plus de propos scénaristiques, c'est simplement des images avec de la musique pop-rock, et le scénario ne fonctionne plus. C'est ça. Dans le même ordre d'idée, un petit peu que des choses qu'on a dites, j'ai trouvé aussi que le film Downton Abbey n'apportait pas grand-chose. Après, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Bon. La même chose, le film reproduit en fait les problèmes de la série, sauf que sur 2 heures, plutôt que sur un épisode d'1 heure qui permet à chaque fois d'avancer un petit peu. Là, le scénario, c'est même au sein du même film, il y a une redite, le premier bal, le deuxième bal, ça n'avance pas, c'est simplement des répétitions. Comme on en discutait rapidement à table ce midi, Julian Fellows a aussi caricaturé son propos et maintenant il dit que, il revendique de plus en plus son point de vue politique, ce qu'il faisait un peu moins pendant la série. Il donnait de temps en temps des personnages un petit peu plus nuancés et maintenant il dit que les critiques sur son film, c'est parce qu'il n'est pas de gauche. Et donc à partir du moment où on rentre dans cette posture vraiment renfermée, dans la réalisation ça se ressent également et dans l'écriture du scénario, il veut plus faire un pas pour essayer d'être consensuel, il veut sa vision de l'aristocratie et ne plus essayer de discuter avec les fans, ce qu'il arrivait un petit peu à faire dans la série. Tout à fait. Je pense que si vous aviez eu plus de temps, vous auriez développé aussi cet aspect-là, parce que tout ce qu'on lui a reproché dès le départ, notamment avec la recréation simplement de la dinette, j'ai envie de dire, où il y avait des historiens qui étaient empochés à prix d'or pour savoir avec quelle fourchette on mangeait, etc. Déjà, certains d'entre nous trouvaient dès le début que c'était politiquement douteux, et effectivement, ça a fait que se développer. Tout à fait. Et, j'aurais pu évoquer par exemple le personnage de Jack Ross, qui est le chanteur de jazz dans la saison 4, dont les propos de Gillian Flynn en interview sont assez problématiques. Autant le personnage, ça peut aller plus ou moins dans la série, mais comment Julian Fellows en parle, il dit j'ai répondu aux besoins des fans, je vous ai créé votre personnage, et donc quand on entend ce genre de propos de la part du réalisateur, ça montre à quel point la méconsidération de son personnage et même globale des noirs britanniques de cette époque, quoi. Je vous ai donné votre personnage parce que vous me demandez un peu de mixité, voilà, maintenant arrêtez de m'embêter. Et même de son propre travail. Oui, très clairement. Mais pour le coup, je me disais que malgré tous ses défauts, le film remettait sur le devant de la scène quelque chose dont tu dis que la série l'a oublié, c'est-à-dire le caractère irlandais du personnage du chauffeur. Ça revient. Ça lui est réimposé. Ça lui est réimposé, et donc on voit qu'il n'en a plus rien à faire des questions d'Irlande, et que maintenant... Mais il sauve quand même. Oui, mais justement, il sauve le roi parce qu'il n'en a plus rien à faire de ces questions de revendication de l'Irlande. Et ce qu'il veut, c'est ne pas faire ombre à la famille. Alors qu'au départ, ses idéaux font qu'il va s'opposer plusieurs fois frontalement à Robert Crawley, même en dîner familial avec des gens extérieurs à la famille. Et il n'hésite pas à se mettre en scène, entre gros guillemets, en assumant ses positions politiques. À un moment, il a même un projet de renverser une sorte de purée de poids sur un des généraux de l'armée pour montrer sa contestation. Et au début, il n'hésite pas à faire honte à la famille. Et là, dans le film, on voit que non, il faut absolument, et il le dit clairement, il faut protéger l'honneur de la famille, même si ça va un petit peu en opposition avec ses propres idéaux.
Et donc c'est tout Oui, ce ça genre de conforte ce que tu- tout ce genre de choses sont vraiment gommées au profit de cette sorte de Grande-Bretagne idéalisée. Il y a vraiment aucune dissension. La question irlandaise c'est vraiment marginal. Alors que dans Peaky Blinders j'aurais pu l'évoquer, mais en 20 minutes on fait des choix. Il y a la IRA qui est nombreuses fois représentée. Il y a également des catholiques. Enfin il y a les oppositions protestants catholiques qui sont représentées dans les dernières saisons de Peaky Blinders. Donc il y a quand même ce genre de questions. Mais donc il faut faire un choix sur ce qu'on choisit de faire. Et donc les questions religieuses je me suis pas aventuré dessus. Mais... Est-ce que c'est est-ce que c'est la même showrunner actrice qui joue dans ce film avec Avec Emma Thompson. Ouais, Oui, ouais. c'est Oui, elle. mais Oui, oui, oui. bien sûr. c'est la même, elle joue Ben, le elle même joue- type de rôle, quoi. Oui. Pas complètement, parce que Oui. là, elle est au contraire le faire-valoir d'Emma Thompson, et c'est grâce à Ah oui, elle que oui. Emma Thompson, survit. déclinante, Survit va en tant retrouver, que- va se faire Oui, oui, oui. revitaliser Oui, par oui, du donc elle est sang, instrumentalisée, oui, oui, au donc service dans d'une un blanche, rôle ouais. assez classique, Oui. Green Book, mais Bah, version féminine. On comprend qu'elle ait préféré faire C'est son complètement propre ça. show, Oui, si c'est bah, comme ça oui. qu'elle est utilisée dans les Ouais. fictions. Ouais. Oui, cela dit, en tant qu'actrice, on peut imaginer que Elle en tire elle aussi dénonce, un voilà, peu. Oui. en jouant ça. Oui, alors Ouais, tu vois ce que c'est je veux un dire. peu ce qui a été dit sur le film Scandale là, Bah, à propos de ces femmes complètement refaites, liftées de partout, etc., qui jouent des rôles de femmes qui se font justement coincées dans des catégories Oui, pour il me ces semble- mêmes raisons. il me semble que là, on est typiquement dans ce que Noël Birch appelle l'ambiguïté Oui, c'est vrai que c'était constitutive c'était d'Hollywood, ça. c'est-à-dire Mm. que les gens qui veulent y voir un rôle oppositionnel, bon, tant mieux pour eux. Les autres, ils sont complètement dans le discours dominant. Voilà. mais quand C'est même, fait pour que chacun puisse. quand même, dans cet exemple de scandale, il faut voir aussi l'engagement de ces femmes-là Oui, dans la vraie vie, par ailleurs, dans ouais. la production notamment, avec Nicole Kidman et Reese Witherspoon, etc. Donc moi, j'ai tendance à y croire parce que je sais ce qu'elles font, notamment de leur argent. Non, je ne parlais pas du tout de l'attitude des actrices. Je parlais de l'instrumentalisation dont elles sont l'objet. Je pense que dans le film Scandale, les actrices, malgré leur volonté d'engagement militant, sont instrumentalisées par le film. Ça a été tout l'objet de. Il y avait une analyse aussi qui montrait qu'elles n'arrivaient pas à se défaire, que malgré tout leur combat et tout, elles n'arrivaient pas à complètement se défaire, et que c'est aussi pour ça qu'elles sont aussi retouchées, qu'elles arrivent dans le film. En gros, c'était la première génération qui allait peut-être permettre à une nouvelle, notamment ils font la distinction entre Nicole Kidman et Margot Robbie, qui a encore toute cette liberté, et peut-être que donc Nicole Kidman avec sa production et tout n'arrivait pas elle-même à vraiment s'en sortir, mais permettra à d'autres après elle de s'en sortir. Enfin, j'avais vu des analyses sur Non, Scandale mais qui j'aime allaient bien dans ce cette sens. vision-là, parce que c'est un compromis entre Geneviève et moi. Non, mais je suis tout à fait d'accord que ce genre de film suscite, est fait pour susciter des interprétations contradictoires. Mais voilà, je crois qu'il y a les deux, en effet. À propos de Downton Abbey, puisqu'on dit pourquoi on a arrêté de regarder les séries, moi j'ai arrêté en partie à cause du personnage homosexuel que ouais, je c'est trouvais vrai. complètement ahistorique. En fait, Mhm. je trouvais Dommage. complètement pas dans l'époque. C'est-à-dire, ça m'aurait intéressé d'avoir quelque chose d'un peu complexe sur ce que c'était d'être homosexuel à l'époque, dans ce milieu, etc. Et je le trouvais tellement moderne, autant dans sa haine de soi que dans sa pratique, que dans sa vision de lui-même en tant qu'homosexuel. Et pour une série qui se veut précise, un point de vue historique, etc. Et donc je me suis un peu demandé pourquoi ce personnage était là et pourquoi il était traité comme ça. Et puis en plus, la diabolisation. Oui, Oui. mais après, ça se retourne. Oui, mais ça se retourne. Et alors, est-ce que ça se retourne parce qu'on lui a imposé de se retourner? Enfin, j'ai trouvé ça. Même d'un point de vue purement narratif, il faut un minimum de consistance des personnages. Ça marche pas du tout, quoi. Ouais. Après, sur la série qui se veut vraiment historique et tout,
Elle se veut historique dans les manières aristocratiques, dans la grande vie aristocratique. Les couverts sont bien mis, sont millimètres et tout. Ça se veut vraiment très historique. Sur le contexte, sur beaucoup d'autres choses, c'est complètement, parce que c'est pas le propos. Julian Fellowes assume lui-même que du point de vue des événements historiques et tout, il fait beaucoup d'entorses parce que c'est vraiment pas ce qu'il choisit de montrer. Sur l'homosexualité de Thomas, c'est assez compliqué à définir parce que il y a des travaux, donc des historiens qui essaient d'analyser donc qu'est-ce que c'est la conscience homosexuelle dans le début de la Grande-Bretagne, et tandis qu'on dit qu'à Londres il y avait certains espaces de liberté et tout, il y a d'autres historiens qui montrent que notamment dans le nord de l'Angleterre, la notion d'homosexuel en fait elle n'existe pas en tant que telle, et donc il y a des relations entre hommes qui ne posent pas de problème parce qu'en fait ils se définissent pas comme homosexuels, ils définissent comme des relations. Ce qui prime, c'est la volonté au travail, c'est la position sociale, et en fait d'avoir des relations avec des hommes c'est pas important parce que la notion d'identité, de cette identité sexuelle n'existe pas, et c'est au moment où le gouvernement va commencer à mettre des législations là-dessus et à donc définir ce que c'est l'homosexualité que ça va commencer à leur poser des problèmes, donc à partir des années 1930. Et donc oui, parce qu'après c'est avant. Mais c'est pas là je parle vraiment du nord de l'Angleterre, dans des campagnes ouvrières, et je parle pas dans les grandes villes. Et justement, il y a cette sorte de distinction et de dichotomie complète entre l'homosexualité urbaine, on va dire, et l'homosexualité des campagnes. Et donc Thomas, on peut dire qu'il est en fait un peu à la jonction entre les deux, parce que autant de temps en temps il va à Londres avec la famille, autant il vit vraiment dans un monde autarcique, dans le nord de l'Angleterre, dans une campagne profonde, et donc il y a peut-être ce genre de questions qui se jouent derrière. Et donc comme je dis, les travaux des historiens, vraiment il y a des contradictions un petit peu sur ces questions, où ils ont du mal à voir comment les homosexuels pouvaient vivre à cette époque, et quelles étaient leurs consciences de soi. L'histoire des mentalités, au niveau de ces identités de genre, elle a beaucoup de mal à saisir vraiment les questionnements. Mais avant, il travaillait dans un contexte plus urbain. Me semble me souvenir, son employeur précédent, avant d'arriver à Downton Abbey, il me semble qu'il était plus urbain. Il faut qu'on vérifie. Je crois qu'on ne connaît jamais le passé de Thomas. Très diégétiquement parlant. Si, à un moment, il y a des allusions. Et très diégétiquement parlant, il me semble qu'il travaillait dans un contexte... Mais par ailleurs, je suis d'accord. Il n'y a pas une allusion au fait qu'il a une liaison. Exactement, qu'il avait couché avec... Oui, dès la première saison, voilà, je crois le premier ou deuxième épisode. Il n'était pas à la campagne, me semble-t-il. Non. Oui, non, mais c'est avec un lord, et du coup, il cache cette sexualité. Donc ça module un peu... Mais bon, par ailleurs, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, parce que en histoire gay, on voit bien, aux États-Unis, c'était exactement la même chose. Alors qu'à New York, il y avait des foyers, on va dire, qui étaient perçus comme tels. Les cow-boys qui couchaient ensemble à la campagne, personne ne me mettait même de nom sur la question. Donc je pense que là-dessus, c'est exactement pareil.